Hanan va maintenant introduire le sujet de notre webinaire avec une présentation sur l'évaluation des produits cosmétiques en général, pourquoi, quand et comment. Et elle poursuivra avec une présentation d'outils pour étudier l'efficacité des produits cosmétiques et particulièrement la pénétration cutanée et l'inflammation, qui sont des tests qui sont offerts par la société Pekaderm. Hanan, c'est à vous. Merci. Comme Anna l'a présenté, moi, je vais vous présenter dans un premier temps pourquoi évaluer les produits cosmétiques, quand et comment. Et ensuite, je vous donnerai quelques exemples d'évaluation de l'efficacité des produits cosmétiques. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par produit cosmétique? Donc, la définition telle que présentée par la réglementation est la suivante. Un produit cosmétique est une substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec la peau. Alors, pour plusieurs raisons, ça peut être pour nettoyer, donc quand on utilise du savon, un gel douche, le parfumer, modifier son aspect, protéger la peau, hein, quand on utilise des crèmes solaires par exemple, ou aussi maintenir la peau en bon état. Maintenant, aujourd'hui, au niveau du marché de la cosmétique, les produits de soins de la peau représentent le plus grand segment de l'industrie mondiale de la beauté. Et les produits de soins peuvent avoir différentes revendications, comme par exemple, aujourd'hui, on voit beaucoup de produits avec une allégation anti-inflammatoire ou anti-pollution, ou aussi anti-âge ou anti-vieillissement et protection solaire. Maintenant, il faut savoir que quand on met un produit cosmétique sur le marché, on doit suivre certaines règles. Et ces règles sont dictées par la réglementation européenne des produits cosmétiques. Donc en fait, ici, je vous montre trois guidances qui, à mon avis, les plus importants au niveau des produits cosmétiques. Donc la plus importante, c'est le 7e amendement à la directive cosmétique de 2003. Et cette réglementation, en fait, on a l'interdiction de tester les produits cosmétiques ou les ingrédients cosmétiques sur les animaux. D'où, suite à cet amendement, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'utiliser des tests sur les animaux. Et donc, d'où il y a eu développement d'énormément des méthodes et des outils alternatifs in vitro pour tester les produits cosmétiques. Ensuite, il y a la réglementation de la Commission européenne qui concerne l'innocuité des produits cosmétiques. Et il est vraiment important que quand on met un produit sur le marché, de s'assurer que le produit est safe et ne représente aucun danger sur la santé humaine. Et le troisième règlement, c'est ce qui concerne l'efficacité ou les allégations, c'est-à-dire on n'a pas le droit de mettre ce qu'on veut sur notre produit. Il faut que les allégations soient fondées sur des éléments probants, adéquats et vérifiables. C'est-à-dire on doit faire des tests, on doit faire des études pour montrer que ce que je mets comme revendication, il est vraiment vérifiable. Donc, quand on développe un produit topique, un produit cosmétique, nous devons nous assurer d'abord de son innocuité, c'est vraiment le critère le plus important, mais également de son efficacité. Et bien sûr, pour qu'un produit cosmétique marche, il faut qu'il réponde aux tendances du marché. Donc, il existe 3 catégories de tests pour évaluer un produit cosmétique. Il y a les tests de conservation du produit. Donc, nous n'allons pas parler pendant ce webinaire sur ces tests-là, mais sachez que les tests de conservation, ça consiste en le challenge test, donc il y a un test de microbiologie qui permet de donner une idée sur la conservation de notre produit. Mais aussi, il y a le test de stabilité qui, lui, va donner une idée sur la durabilité du produit.
Il y a aussi les tests d'innocuité du produit cosmétique. Donc là, c'est comme Anna l'a dit auparavant. Donc, c'est mes collègues de Sansagen et Gen Evolution qui vont vous donner, qui vont présenter ou donner des exemples sur les tests d'innocuité. Et il y a les tests d'efficacité du produit cosmétique. Je vais vous donner quelques exemples par la suite. Alors, au niveau des tests d'innocuité, donc il existe plusieurs tests in vitro. Il y a également des tests qu'on réalise chez l'homme, donc on appelle des tests cliniques. Mais là, on va se focaliser uniquement sur les tests in vitro. Donc, un des premiers tests, c'est le test de pénétration cutanée. Donc, ce test, il rentre aussi bien dans la catégorie des tests d'innocuité, mais aussi dans la catégorie des tests d'efficacité. Donc, ça, vous verrez tout à l'heure avec l'exemple que je vais vous donner. Il y a les tests d'irritation cutanée oculaire. Donc, on doit s'assurer que notre produit, il n'induit pas une irritation au niveau de la peau ou au niveau de l'œil. Il y a les tests de phototoxicité. Il y a les tests de toxicologie génétique, donc Gen Evolution va donner, va faire sa présentation sur cet aspect. Et il faudrait qu'on s'assure que le produit ne représente pas un potentiel sensibilisant. Donc, Sansagen va faire une présentation sur les modèles in vitro qu'ils ont développés pour évaluer la sensibilisation cutanée des produits toxiques. Donc, bien sûr, tous ces tests permettent d'évaluer la sécurité des produits cosmétiques pour la santé humaine. En ce qui concerne les tests d'efficacité in vitro, ces tests vont permettre de mettre en valeur les propriétés du produit cosmétique, son efficacité et justifient les allégations affichées, comme je l'ai dit auparavant. Donc, on va trouver des modèles ou des tests in vitro qui vont étudier ou évaluer l'effet anti-inflammatoire ou l'effet anti-âge ou l'effet anti-pollution, l'effet d'hydratation, protection solaire ou effet cicatrisant. Il y a énormément de tests qu'on peut faire si on veut démontrer une propriété particulière d'un produit qu'on est en train de développer. Maintenant, pour réaliser ces tests in vitro, il existe différents modèles alternatifs qui vont aller du plus simple au plus compliqué. Donc, un des modèles les plus simples consiste en culture de cellules 2D, des cellules dérivées de la peau, comme des cultures de kératinocytes ou de fibroblastes, des mélanocytes, cellules dendritiques ou cellules de Langerhans. Tout dépend quelle est la question qu'on veut aborder. Ensuite, il existe un modèle un peu plus compliqué que le modèle 2D. Donc, c'est le modèle de 3D de peau équivalente. Donc là, tout le monde connaît le modèle des épidermes reconstruits. Donc, il existe plusieurs marques, plusieurs fournisseurs. Mais il existe également des modèles 3D de peau équivalente un peu plus complexes, donc ce qu'on appelle le full thickness. Donc, c'est des modèles qui vont contenir aussi bien de l'épiderme mais que du derme. Mais on a également des modèles encore plus compliqués où on va rajouter des mélanocytes dans l'épiderme quand on va travailler sur des problématiques de pigmentation. On peut aussi incorporer des cellules immunitaires, donc des cellules de Langerhans. Donc voilà, il y a différents types de modèles de peau équivalentes qui peuvent être utilisés. Je vais également citer un autre modèle qui est le modèle de sphéroïde de peau. Donc, c'est un modèle qui est vraiment très particulier sur lequel nous avons travaillé. Donc, il s'agit des sphères de fibroblastes qui sont entourées de kératinocytes. Et c'est un modèle qui est développé par Insphéro et qui peut répondre à certaines problématiques intéressantes. Ensuite, il y a le modèle qui aujourd'hui qui représente le gold standard en anglais, qui est les explantes de peau humaine ou la peau humaine ex vivo. Donc voilà, en fonction du stade de développement du produit cosmétique, on va utiliser tel ou tel modèle. Par exemple, quand on est en stade précoce du développement, on va surtout utiliser des modèles 2D
Et donc, en général, ces modèles sont appliqués à l'évaluation des ingrédients solubles. Quand on est en stade intermédiaire, on va plutôt utiliser les modèles 3D d'épiderme reconstruit ou de peau équivalent. Et ces modèles peuvent être utilisés aussi bien pour évaluer les ingrédients, mais aussi pour évaluer les produits finis. Et quand on est en stade avancé ou en stade final du développement, là, on va privilégier l'utilisation des explants de peau pour des études réglementaires et des études de confirmation. Et maintenant, je vais vous donner quelques exemples de tests in vitro pour l'évaluation de l'efficacité. Donc, le premier exemple concerne une étude d'inflammation et le deuxième exemple, une étude de pénétration cutanée. Donc, comme j'avais dit, la pénétration cutanée peut entrer aussi bien dans le cadre de l'évaluation de l'innocuité, mais aussi de l'efficacité. Donc, tout d'abord, un mot sur la société Pecaderm. En fait, Pecaderm a été créée en septembre 2018, donc c'est une toute jeune entreprise qui est engagée à aider à développer les produits topiques les plus sûrs et les plus efficaces. Nos valeurs sont l'honnêteté, la transparence et l'agilité. Et nous proposons des tests in vitro innovants pour évaluer l'efficacité et la sécurité des produits susceptibles de rentrer en contact avec la peau. Nous travaillons aujourd'hui avec différents partenaires qui appartiennent à l'industrie cosmétique, mais également pharmaceutique, chimique et agrochimique. Nous travaillons sur différents modèles biologiques, comme des cellules issues de la peau, des cellules 2D, des modèles 3D, mais également des explants de peau ou de la peau ex vivo. Et nous proposons différents tests in vitro, comme les tests d'absorption cutanée, les tests d'efficacité pour étudier les propriétés inflammatoires ou anti-inflammatoires, cicatrisantes ou autre chose, mais également nous proposons aussi des tests pour évaluer la safety ou la sécurité des produits, comme les tests d'irritation, les tests de phototoxicité, mais également nous avons un partenariat avec Senzagen pour évaluer la sensibilisation cutanée. Donc, dans le premier exemple, comme je vous l'avais dit, concerne les propriétés anti-inflammatoires d'un produit. Donc là, par exemple, nous avons travaillé sur deux modèles, 2D des kératinocytes et 3D d'épiderme reconstruit. Le protocole est assez simple. Donc, on traite d'abord les tissus ou les cellules avec les produits. Après 24 heures de traitement, on va isoler les ARN et on réalise une RT-PCR en temps réel en utilisant la technologie Chapman. Dans cette étude, donc pour valider le modèle, on va utiliser des produits de contrôle positif. Donc, nous avons utilisé le lipopolysaccharide ou LPS, qui est connu comme un produit inflammatoire, donc il va induire une inflammation. Et la dexaméthasone, qui est connue comme un anti-inflammatoire, un produit anti-inflammatoire. Et nous avons analysé l'expression des ARN des deux marqueurs d'inflammation, qui sont des cytokines pro-inflammatoires, le TNF-alpha et l'interleukine 8. Comme nous pouvons voir sur ces graphiques, en bleu, c'est l'expression du TNF-alpha et en rouge, c'est l'expression également du TNF-alpha, mais dans l'épiderme reconstruit. On peut voir que le LPS induit bien l'expression du TNF-alpha et quand on traite avec la dexaméthasone, on a une diminution de cette expression. Donc, ce qui confirme que le modèle est bien validé, aussi bien sur les kératinocytes que sur le modèle d'épiderme reconstruit. Donc, les deux modèles peuvent être utilisés pour étudier l'inflammation. Ici, là, dans cet exemple, nous avons utilisé un produit fini. Donc, il s'agit d'une crème
Donc, une crème, on est obligé d'utiliser de l'épiderme reconstruit. Et donc, nous avons réalisé le même protocole, donc traitement avec les contrôles positifs et traitement avec notre produit. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, que sur les deux marqueurs de l'inflammation, le TNF-alpha et l'interleukine 8, notre produit a un effet anti-inflammatoire très puissant. L'effet est beaucoup plus important, par exemple, que la dexaméthasone. Donc, voici un exemple d'allégation que le partenaire peut utiliser pour revendiquer son produit. Maintenant, je vais vous parler des tests de pénétration cutanée. Donc, en fait, dans ces tests, on va utiliser des extensions de peau humaine. Et ces études de pénétration cutanée permettent à la fois d'évaluer le profil de distribution de notre produit, mais également de quantifier l'absorption cutanée. Alors pourquoi? Ça permet de supporter en fait le profil d'efficacité et de sécurité de notre produit. On a besoin de savoir quelle proportion du produit pénètre dans la peau pour ensuite avoir des idées sur son efficacité d'abord, mais aussi sur son profil toxicologique. Alors, pour réaliser ce type de test, on va utiliser des cellules de diffusion, qu'on appelle des cellules de France, comme vous voyez sur le schéma, sur la photo qui est au milieu. Mais également, on peut utiliser des transwells. Donc, c'est un modèle que nous avons développé dans notre laboratoire, qui est un modèle qui est beaucoup plus agile que la cellule de diffusion. On peut utiliser à la fois la peau fraîche ou la peau congelée pour réaliser ce type d'étude. Bien sûr, la peau congelée, c'est beaucoup plus facile à utiliser parce qu'on peut planifier au niveau logistique. La peau fraîche, c'est beaucoup plus compliqué à obtenir. Au niveau de la durée de traitement pour ce type d'études, ça va dépendre en fait des conditions d'utilisation. Donc ça peut varier entre 5 minutes si je vais tester un savon, un shampoing, ou 24 heures si c'est un produit que je vais appliquer tous les jours. Dans ce type d'études, on va analyser le produit par différentes méthodes. Donc, en général, au niveau quantitatif, on va utiliser des méthodes comme le LCM-SMS, qui sont des méthodes très sensibles et spécifiques, ou on peut utiliser également l'HPLC-UV, fluo, ou si on a un produit radioactif, on va utiliser le comptage par scintillation liquide. On peut analyser le liquide récepteur, donc ça c'est obligatoire, mais également on peut analyser la peau entière ou la peau qu'on aurait séparée en différents compartiments, comme le derme, l'épiderme ou le stratum corneum. Donc tout dépend de quelle est la question à laquelle on souhaite répondre. Il existe également des méthodes d'imagerie qu'on peut utiliser dans ce type d'études, comme par exemple la microscopie à fluorescence ou confocale, si notre composé est fluorescent, comme ce qu'on voit sur la photo à gauche. On peut utiliser également l'autoradiographie si notre produit est radioactif, comme ce qu'on voit sur la photo au milieu, mais également il existe la technique du MALDI, mass spectrométrie imaging, comme on voit sur la photo à droite, qui permet vraiment de visualiser, de quantifier à la fois le produit dans les différentes couches de la peau. Donc l'exemple que je vais vous montrer, il s'agit de comparer trois formulations, trois produits, donc un baume, une huile et un fond de teint. Et l'objectif donc c'était de mesurer l'absorption cutanée d'un ingrédient formulé dans ces trois produits. Et la concentration de cet ingrédient était différente dans les trois formulations. Donc, pour cela, nous avons utilisé de la peau humaine entière, congelée. Nous avons utilisé 3 donneurs différents et chaque condition a été faite en triplicate sur chaque donneur, ce qui donnait à la fin de l'étude un égal 9 réplicats.
Donc, on contrôle la peau avant de commencer les expériences. On mesure l'épaisseur de peau pour avoir une répartition homogène des échantillons, de l'épaisseur au niveau des échantillons. Et aussi, on mesure le TWL, ce qu'on appelle la perte insensible d'eau, qui est un marqueur de l'intégrité du stratum corneum. Donc, il faut qu'on s'assure que l'intégrité de la peau, elle est intègre, ce qui permet, en fait, ce qui peut avoir un impact sur les résultats si l'intégrité n'est pas contrôlée. Nous avons utilisé des cellules de diffusion de surface de traitement de 2 cm² avec un volume du compartiment récepteur de 3 ml. Et le liquide récepteur était composé du PBS avec 1% de thune 80. Et nous avons réalisé l'étude dans des conditions statiques. Parce qu'on peut également travailler dans des conditions dynamiques, mais dans cette étude, nous avons uniquement travaillé en conditions statiques. Alors, au niveau du traitement, nous avons appliqué 10 mg par cm² pendant 24 heures à 32 degrés et nous avons analysé les échantillons par LC-MS-MS, donc le liquide récepteur et la peau entière. Mais ici, vous voyez que pour les échantillons de peau, il faut passer d'abord par un broyage des échantillons pour ensuite extraire le composé qu'on veut analyser. Au niveau des résultats, voilà ce qu'on obtient quand on compare les 3 formulations en ce qui concerne le produit analysé. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que la concentration du produit ayant pénétré dans la peau est proportionnelle à sa concentration dans la formulation. On sait que la formulation 1, le produit était le plus concentré et dans la formulation 2 et 3, nous avions pratiquement la même concentration. Donc, on voit très bien que plus on a du produit dans la peau, plus il va entrer. Et dans ce type d'étude, on exprime également les résultats en pourcentage de la dose appliquée. Donc, ce qui nous donne en fait un résultat qui est inverse à la concentration exprimée en nanogrammes par cm². Ce qu'on peut remarquer également dans cette étude, c'est que la variabilité de l'expérience est vraiment très faible parce que ce qui montre en fait la variabilité interdonneur et intradonneur, elle est vraiment très faible dans cette étude. Il faut savoir que c'est des études où il y a énormément d'étapes et donc la variabilité en général, elle est très haute. Donc les données de cette étude sont utilisées dans l'évaluation du risque toxicologique et dans la prédiction de l'exposition chez l'homme. Ensuite, il y a des fois des questions qui se posent, c'est comment augmenter l'absorption cutanée. Alors, c'est souvent dans le cadre d'un produit pharmaceutique, non pas d'un produit cosmétique. On a besoin d'augmenter la pénétration cutanée pour augmenter en fait son efficacité. Donc là, c'est juste rapidement, je vais vous donner un exemple. Il existe différentes méthodes physiques qui peuvent augmenter la pénétration cutanée. Donc, il y a les micronidelles ou les micro-aiguilles, comme l'utilisation d'un dermaroller. Il y a ce qu'on appelle le skin preparation pad, où ça ressemble à des tampons. Et il y a aussi le tape stripping, où c'est l'utilisation du scotch qui permet d'enlever en fait le stratum corneum. Donc, c'est une méthode de référence. Alors, ici, c'est juste pour vous montrer qu'on peut augmenter la pénétration cutanée à l'aide des moyens physiques. Dans cet exemple, nous avons pu montrer que l'utilisation des micro-aiguilles augmente de 4 fois la pénétration cutanée d'un produit, donc on a étudié. Et l'utilisation de skin preparation pad ou le tampon, lui, augmentait de 100 fois la pénétration cutanée. Donc ça, c'est vraiment important dans le cadre des produits pharmaceutiques et quand on a un problème de pénétration ou quand le produit ne pénètre pas la peau. Donc voilà, donc en conclusion, juste, je voudrais vous dire qu'il existe différents modèles in vitro pour évaluer l'efficacité et la sécurité des produits cosmétiques. Ce qui est important, c'est de choisir en effet le bon modèle au bon moment pour répondre à la question posée dans le cadre de notre produit. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter.
Merci.